Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Sophie Chevelier est à nos côtés ce soir, gérante allocataire chez Dorval Asset Management. Bonsoir Sophie. Bonsoir Grégoire. Véronique Riche-Flores nous accompagne également. Bonsoir Véronique. Bonsoir. Vous êtes économiste indépendante et présidente de RF Research. Et Sébastien Paris-Sorvitz à nos côtés également. Bonsoir Sébastien. Bonsoir. Ravi de vous retrouver. Vous êtes directeur de la recherche de LBPAM. Situation de tension géopolitique accrue donc après les attaques du Hamas contre Israël ce week-end. Véronique, bon, la dimension géopolitique est une donnée permanente, j'allais dire, pour la vie des marchés, la vie des investisseurs. Comment on appréhende cette situation très à chaud, bien sûr, et qu'est-ce qu'on peut dire des répercussions éventuellement macroéconomiques à travers le prix du pétrole, par exemple, ou de la dimension de marché qui est celle qui nous occupe le plus autour de cette table. Ce qu'on peut dire d'abord, c'est qu'il faut être prudent. Parce que précisément on peut élaborer beaucoup de scénarios. La vérité, c'est qu'on ne sait pas trop mettre de probabilité sur ces différents scénarios. Je pense que du point de vue des marchés, d'abord parce que le contexte géopolitique peut bouger très vite, la réplique d'Israël fera sans doute bouger certaines lignes. On pense notamment à la position de l'Arabie Saoudite par rapport à Israël, où il y avait eu un rapprochement quand même qui probablement sera questionné à certains moments. La problématique de l'Iran, de sa responsabilité derrière les frappes du Hamas et de ce que ça peut également, de la manière dont ça peut évoluer en fonction peut-être des développements ou du degré de frappe qu'orchestrera Israël. Donc voilà, on constate, on réfléchit. Du point de vue des marchés, j'ai envie de dire presque égoïstement, ce qu'on va regarder en premier lieu, c'est l'impact sur le prix du pétrole. C'est là parce qu'on est dans une région, effectivement, alors c'est pas Israël ni la Palestine qui sont de gros acteurs du marché pétrolier, c'est pas ça, mais la région elle-même et la tectonique géopolitique peut fragiliser ou peut questionner. Donc une réaction épidermique qu'on a vue, pas très violente pour le coup. On n'a même pas retrouvé les niveaux d'il y a 15 jours. Oui. On était plutôt à $95 sur le Brent, on doit être à 88 ou 89. On parle d'un rebond qui intervient après 10% de baisse. Oui, tout à fait. Donc on n'a pas corrigé la baisse. C'est vrai que l'Arabie Saoudite a très vite dit on peut réouvrir les vannes après avoir serré leurs objectifs de production. Mais c'est là que ça passera. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, l'économie mondiale est d'abord plutôt fragile. Je laisse imaginer ce que pourrait donner une flambée des prix du pétrole au-dessus de $100 à 105. À partir de 105, là, ça pourrait être quand même très nocif pour la croissance. Peut-être pas de manière égale, mais en Europe, ça ferait très mal incontestablement. Une remontée un peu moins forte du pétrole risquerait d'être perçue comme un facteur d'inflation, peut-être susceptible de remettre en cause les perspectives de pause des banques centrales. Sans qu'on sache néanmoins si effectivement dans ce contexte-là, alors que fait la partie longue des taux, elle craint le durcissement de trop et les taux baissent et on se retrouve à nouveau avec un aplatissement ou une inversion ou l'inverse et on rejoue. Non. Alors beaucoup d'incertitudes, je pense qu'il faut raison garder, on n'a pas de boule de cristal, surtout dans ce domaine-là, mais signaler les risques. Donc le risque, c'est d'abord les prix du pétrole, l'instabilité des taux d'intérêt. Ouais. Est-ce que les banques centrales, je pense à la sensibilité des marchés à la publication des minutes de la Fed, est-ce que les marchés vont être aussi sensibles à ces publications, aux chiffres de l'inflation américain de cette semaine ? Eh bien, tout va dépendre en fait des développements politiques d'ici là. Quelle dimension l'emportera ? Est-ce que la dimension macro-fondamentale reste une dimension première pour les investisseurs ou est-ce qu'on bascule dans quelque chose où la géopolitique emporte tout pendant peut-être plusieurs jours ou plusieurs semaines ? Je pense qu'aujourd'hui, on est tenté de dire on est parti pour quelque chose de durable, un conflit qui va sans doute... mais peut-être qu'on se trompe. Et peut-être que finalement, ça peut être quelque chose
j'ai envie de dire, à l'ukrainienne, hein, qui finalement une espèce de pourrissement qui s'éternise avec des risques récurrents qui peuvent réapparaître, mais sans forcément de chaos immédiat. Mais voilà, on est dans l'expectative, prudence. Donc, ça vient à un moment où l'environnement des marchés n'est pas les plus simples. Hein, donc, ça rajoute bien évidemment à cette complexité dans ce contexte-là. Et on a vu avec la réaction des bourses et de certaines valeurs sectorielles notamment. Oui, dans un contexte où on comptait quand même sur l'idée d'une normalisation des relations entre l'Arabie Saoudite et Israël. Hein. C'était quand même un des grands axes de l'administration Biden sur le plan de la géopolitique internationale. Essayer d'obtenir cette normalisation à peu près totale des relations entre Riyad et Tel Aviv. Bon. Ça semble effectivement un dossier compromis compliqué, effectivement. Je suis assez d'accord avec Véronique, à ceci près que moi, je trouve que les tensions dans cette région, et notamment entre Israël et tout l'ensemble du peuple palestinien, pas que le Hamas, qui est la force islamiste et qui a pris qui est maintenant un rôle dominant dans la région, dans cette toute petite région. Là, on est passé à un autre stade parce que jamais Israël avait été touché comme le pays a été touché, avec en plus ces scènes qui sont instrumentalisées, c'est-à-dire de voir des femmes battues, des enfants pris en otage, avec des femmes, des jeunes hommes, tous ces jeunes personnes qui ont été tuées dans une fête apparemment qu'ils faisaient. Bon bref, tout ça va créer une situation où l'hypothèse que ça va durer elle est vraiment présente. Je pense que les Israéliens vont faire quelque chose de massif, donc la violence va rester. Et donc, évidemment, on cherche où ça va, où ça peut impacter l'ensemble des équilibres mondiaux. Alors, comme disait Véronique, l'économie mondiale est fragile. Et sur la partie énergétique, c'est vrai, on a une baisse très forte parce que le marché souffle le chaud et le froid sur le pétrole. Pourquoi ? Parce qu'on sait qu'il y a une restriction de l'offre de la part de l'Arabie Saoudite et des Russes. Les Russes, on ne sait pas si c'est voulu ou forcé, mais il n'empêche qu'il y a 1 million de barils que l'Arabie Saoudite a dit moi, je ne les mets pas sur le marché parce qu'il n'y a pas assez de demandes. L'AIE dit que non, il y a assez de demandes. Les Américains, de fait, ont augmenté énormément leur production. Donc, il y a une incompréhension, quelles sont les forces en présence, etc. On ne sait pas où va la Chine et quelle est la croissance. Et dans ce contexte, si on a enlevé, par exemple, 500 millions de barils, 500 000 barils qui a gagné d'accès au marché l'Iran, vous voyez qu'on a un vrai sujet. C'est ce que racontait un trader très connu dans le monde du pétrole, Pierre Endurant, qui expliquait que ces derniers jours ou cette paire de semaines, on avait vu revenir énormément de pétrole iranien sur le marché. Ça fait 2 mois sous sanction. Hein. Voilà, ça fait près de 2 mois qu'on observe ça, pays sous sanction, donc normalement ils ne peuvent pas commercer ou commercialiser autant qu'ils le souhaiteraient leur pétrole. Visiblement, il y a eu une vague de pétrole iranien qui est arrivée sur le marché ces dernières semaines. Les Américains, devant les tensions, rappelons-nous... Oui, ce qui allait peut-être d'ailleurs dans le sens d'un Joe Biden à ce moment-là. Exactement, c'était d'ouvrir un peu la possibilité à l'Iran d'apporter du pétrole pour combattre justement cette restriction saoudienne et russe hausse de la production, je disais, aux États-Unis, et les leviers qu'ont les États-Unis sont plus faibles. Ils ont leurs réserves stratégiques. Ils peuvent continuer. Ils peuvent aller. Elles sont tombées à 40%. Voilà, on est au niveau de 84, je crois. Donc, on peut aller plus loin, mais évidemment, donc, on a plus de réserves stratégiques. Donc, il n'y a pas beaucoup de leviers comme il y en a eu, parce qu'ils ont été utilisés. Donc, c'est le vrai sujet. Est-ce que le pétrole, sur les dynamiques possibles, là, si le pétrole monte de trop, ça peut créer un effet très négatif sur la croissance, ou du moins entretenir une inflation qui est déjà élevée, même si, bonne nouvelle, est en train de décélérer. Donc, on ne sait pas. En revanche, qu'on sait, je pense que c'est qu'on va vivre dans une violence extrême, au moins pendant des semaines, car ce n'est pas en 5 minutes que cette crise va disparaître.
Et c'est vrai que ça montre cet ensauvagement du monde qu'on a depuis quelques années et qui devient de plus en plus compliqué à gérer. Maintenant, on franchit les frontières. Enfin, je veux dire, voilà, on l'a vu, l'Ukraine, l'Azerbaïdjan avec le Haut-Karabakh. Enfin, voilà, en 24 heures, on franchit les frontières et derrière. Le monde est donc le marché ne joue pas à ce qui est plus vertueux, même si tout le monde a envie de sécurité. Il n'empêche que le marché, il achète des armes, il achète le secteur parce que tout le monde a peur. Tout le monde a peur et c'est assez rationnel. Et donc tout le monde doit se poser la question est-ce que c'est se protéger quelque chose qui est compatible avec une sorte de morale dans un monde. Mais je vais même vous dire, ça va dans le sens et dans l'idée que défendent certains, que les secteurs de la défense et de l'armement sont des secteurs ESG par nature. Non mais, ça rejoint tout à fait ce débat-là. Ça entérine l'idée que parmi les dépenses publiques qu'on aura devant nous, il y a tout ce qui a trait à la transition énergétique et tout ce qui a trait aux questions de défense. Ce sont deux budgets qui vont être sans doute les budgets qui vont le plus progresser dans le monde ces prochaines années. Comme on le sait, ils progressent déjà énormément. Aux États-Unis, ici, on essaie de le faire progresser, même si les Allemands ne vont pas aussi vite qu'ils le voulaient ou qu'ils l'avaient dit. Mais c'est sûr qu'on a un monde qui est beaucoup plus tendu. Et pour les marchés, de temps en temps, on s'en fout et ça revient. Et, il y a des moments où il faut... Et ça crée des tensions. Ouais. Sophie, bon, on a dit beaucoup de choses. Non, mais... Beaucoup de choses ont été dites. Du point de vue de l'allocation d'actifs, donc l'élément clé, effectivement, c'est le cours du pétrole et l'envenimement de la situation. Est-ce qu'on aura une tension importante ou pas sur le cours du pétrole ? Historiquement, les crises israélo-palestiniennes ne se sont pas traduites par des montées fortes ni durables du pétrole. Donc on verra effectivement si le développement et le particularisme, notamment des tensions avec l'Iran, font que cette fois-ci c'est un petit peu différent. C'est sûr que ça intervient à un moment de fragilité. Ça pourrait faire basculer le marché dans un scénario stagflationniste. Donc, très désagréable. Effectivement, c'est du point de vue de l'investissement le moment le moins facile, puisque on n'achète pas d'actions, on n'achète pas d'obligations, etc. Quand même, historiquement, ce que la hausse du cours du pétrole a généré, quand on a des cracks pétroliers, en général, sont quand même des rallyes obligataires. Et ça intervient à un moment où les taux réels américains sont revenus à 2,5% la semaine dernière. Donc, on peut trouver... C'était pas le cas il y a encore quelques semaines. On peut maintenant trouver dans les obligations américaines de la valeur. Alors, de la valeur, ça dépend. Pour nous, les Européens, c'est discutable puisqu'en fait, il y a un coût. Acheter des obligations américaines quand on est européen, en tout cas pour couvrir le risque de change. Mais au moins une diversification. Et donc, c'est-à-dire qu'en construction de portefeuille, vraiment, quand on va construire, on peut reconsidérer d'allier actions et obligations et d'avoir un profil de risque qui est un petit peu plus cohérent. Mais c'est vrai que, tout en sachant très très bien qu'effectivement, il faut avoir une approche prudente parce qu'on n'a aucune idée à ce jour sur un événement aussi brutal et violent, mais qui est un événement qui relève du terrorisme. Oui. Aujourd'hui, on est sur... C'est un Bataclan. Et comme le soulignait Sébastien, avec des méthodes sans doute mais c'est un en rupture de ce qu'on avait vu précédemment dans les conflits précédents, qui tiennent plus de ce qu'on voit peut-être d'ISIS aujourd'hui que du Hamas historique, entre guillemets. Et ça aussi, c'est difficile, du coup, au regard de la nature de l'événement, d'anticiper quelle va être la réaction de pays type Arabie Saoudite ou autre. C'est très difficile à savoir parce que est-ce qu'ils ont vraiment envie de basculer dans un scénario de crise au Moyen-Orient? Je ne suis pas certaine. C'est difficile. Est-ce que c'est la nouvelle norme géopolitique mondiale, ces franchissements de frontières, encore une fois? Alors là, dans un cadre d'un conflit historique, effectivement, mais en Ukraine, l'Arménie et l'Azerbaïdjan sur l'Arménie. Demain, la Chine sur Taïwan. Non, mais si on pousse cette méthode-là à tous les conflits potentiels demain, le plus important, celui que tout le monde a en tête, c'est Chine-Taïwan, quoi. À partir du moment où il y a de plus en plus de régimes durs qui émergent dans le monde, ces dernières... C'est une probabilité qui monte. C'est une probabilité qui monte. Après, comment on l'accommode du point de vue de l'investissement, ça, c'est une autre question. Véronique ?
Non, je vous voyais Oui, rajouter un mot. oui, les temps ne sont pas favorables aux démocraties. Les régimes se durcissent. On a par ailleurs des enjeux d'accès à la ressource qui, partout, alimentent également une certaine agressivité et peuvent expliquer ce type de déviation. Et puis, il y a les problèmes religieux plus classiques. Donc, je pense qu'effectivement, on a un environnement qui vient pas de nulle part. Des études un peu structurelles de long terme nous disaient bien qu'à un moment donné, on aurait tendance à se refermer sur soi, à mettre la main sur les ressources et que ça créerait probablement un environnement beaucoup plus conflictuel. Je pense qu'on entre dans une période probablement durable de ce type, sans du coup savoir nullement où ça peut nous mener, comment ça peut se traduire. On n'a pas parlé non plus et on n'a pas forcément envie d'en parler beaucoup, mais derrière tout ça, il y a aussi un risque d'attentat et de renouveau d'attentats à travers le monde. Quand les Américains envoient des armes pour soutenir Israël, il y a naturellement des risques de réplique un peu partout. Donc c'est ce mouvement, ces risques d'instabilité, de crispation, effectivement, qui sont, me semble-t-il, partie intégrante du monde qui se profile pour le futur. Un tiers, c'est les données de l'ONU. Un tiers de la population mondiale aujourd'hui vit sous régime autoritaire ou autocratique. Et il y a plus de pays dans le monde qui tendent vers des régimes autoritaires ou autocratiques que de régimes qui tendent vers la démocratie. Oui, qui paradoxalement aspirent à ça. Le populisme alimente ces genres de tensions. C'est-à-dire, c'est toujours bien d'aller trouver l'ennemi ou de la croissance ou de quelque chose chez soi, de le trouver ailleurs. Et donc ça, c'est un vrai sujet pour nous tous. Alors, les marchés n'intègrent pas souvent ces problèmes géopolitiques. Non, c'est ce que vous disiez. C'est quelque chose qu'on vit avec, on surréagit en général, et puis on se calme parce qu'on voit que l'impact sur la croissance est plus faible. Ouais. Mais c'est pas quelque chose qui est porteur de croissance, c'est sûr. Sauf, comme je disais, sur les secteurs de l'armement, on se demande comment le Hamas a pu accumuler ces forces, l'armement. Il y a quand même une faillite de services de sécurité israéliens, américains. Comment un truc organisé avec des milliers de personnes qui sont, dans des centaines déjà, qui sont arrivées aux frontières d'Israël, a priori très bien protégées, et qui ont réussi à rentrer. Donc il y a une violence et une capacité à se déployer avec force qui, effectivement, on ne connaissait pas. Alors certains pays qui avaient beaucoup de force, apparemment n'avaient pas autant que ça, comme la Russie. Il n'empêche que la guerre dure. Et de temps en temps, pour l'instant, c'est calme sur les matières premières, notamment agricoles, mais ça peut revenir un sujet, et qu'on le disait, sur le pétrole. Donc, bref, on est dans un monde où l'ensauvagement, on gagne. Mais bon, les marchés vont essayer de naviguer. Et je crois qu'aujourd'hui, vous le disiez tout à l'heure, ça sera beaucoup l'inflation. Je crois que ça restera un gros sujet pour les marchés et que ce que feront les banquiers centraux. Pour l'instant, on est loin d'un gros choc pétrolier. Puis ça arrive, on réagira. L'impact essentiel sera sur la croissance. Mais pour l'instant, je pense que les marchés sont quand même focalisés sur le bonheur de demain à cause de l'emploi américain et espérant que l'inflation se portera mieux. Mais c'est pas cynique, c'est que finalement la vie des marchés est celle-là. On peut réfléchir à plusieurs choses à la fois. C'est aussi le principe. Il n'y a pas de, problème par rapport à ça. Non, mais parfois, oui, bien sûr. Mais cette fois-ci... Bon, situation de toute façon qui mérite une vigilance importante et qui sera sans doute suivie de près par les marchés dans les prochaines heures, les prochains jours, les prochaines semaines s'il le faut. En attendant, effectivement, les réactions restent relativement mesurées. Le pétrole bouge un peu et puis bien sûr le shekel avec une défense organisée par la Banque d'Israël jusqu'à 30 milliards ou 45 milliards même de dollars destinés à soutenir la devise israélienne. Si on change de sujet avec vous peut-être Sophie, un premier bilan de la Golden Week en Chine, c'est le sujet, c'était donc toute la semaine passée
passé, semaine de vacances nationales, test pour l'appétit endommagé du consommateur chinois. Qu'est-ce qu'on retient des données qui ont pu remonter de cette période de vacances en Chine? Alors, des données contrastées qui sont interprétées par les observateurs comme mitigées. On a effectivement en termes de déplacement, donc pour mémoire la Golden Week, c'est vraiment la semaine où les Chinois se déplacent, vont rendre visite à leur famille, font du shopping historiquement, etc. Donc c'est une semaine de vacances pour tout le monde. D'ailleurs les marchés sont fermés pendant plusieurs jours. Et donc on suit avec attention, ça permet un petit peu de prendre le pouls de la dynamique pour le consommateur chinois. Donc les niveaux de déplacement sont revenus au niveau donc pré-Covid. Donc on a dépassé les niveaux 2019 d'environ 4%. Mais c'était attendu plus fort de la part du gouvernement chinois notamment, qui attendait quelque chose plutôt aux alentours de 8%. Les ventes au détail progressent de 1,5%. Alors elles étaient meilleures sur le début de la période, puis visiblement elles se sont un petit peu tassées. Moi je note quand même que les ventes en ligne progressent de 122%. Par rapport à 2019, c'est la période de référence, d'accord. Et que donc le poids du e-commerce en Chine cesse de monter. Donc, bien sûr. Il y a quand même... Et que les ventes haut de gamme dans les grandes villes, donc qui sont des villes où il y a du pouvoir d'achat, ont également quand même beaucoup progressé. Donc j'imagine que les stock pickers suivront avec attention la publication de LVMH demain et les commentaires du groupe, qui va probablement lever un petit peu le voile sur cette question. Mais effectivement, des ventes qui déçoivent un peu, enfin une activité qui déçoit un peu, avec un consommateur chinois toujours très impacté par la crise immobilière qui sévit en Chine, mais avec des signaux sur ce front qui sont quand même un petit peu plus positifs sur les villes qui ont mis en place des mesures d'accompagnement pour les primo-accédants. D'accord. Puisque avant, ces derniers mois, un certain nombre de villes pilotes ont mis en place des systèmes d'accompagnement pour les primo-accédants qui ont limité l'apport en capital qu'on doit faire pour acheter. Donc des mesures qui ont commencé à se mettre en place. Le but n'étant bien entendu pas de relancer, mais de faire atterrir. Oui, c'est ça. On est plutôt on est dans une adoucir l'atterrissage plus que relancer la machine immobilière chinoise. Voilà. Mais donc, quand même en tendance... J'aurais tendance à dire qu'on se normalise progressivement. Nous, du point de vue de l'investissement, ce qu'on constate, c'est que la Chine n'est plus un moteur de croissance. Voilà. Donc, c'est quelque chose qu'il faut accepter, qu'il faut prendre en compte. Dans le monde émergent, il y a des relais qui sont intéressants, qu'on travaillait moins bien, qu'on va travailler davantage. Mais c'est vrai que la dynamique chinoise est plus compliquée. Et puis, on n'oublie bien sûr pas la question du risque géopolitique, puisque vous en parliez à l'instant, Taïwan, Chine. Si demain il y a un problème avec Taïwan, on se doute bien que nos clients nous diront comment ça, vous n'aviez pas prévu, vous ne l'aviez pas prévenu, vous avez vu ce qui s'est passé avec la Russie, c'est inacceptable. Donc on regarde ça avec beaucoup de circonspection. Encore une fois, et ça rejoint ce que disait Véronique sur effectivement cette prégnance des tensions qui vient aussi quand même impacter les décisions qu'on peut être amené à prendre. Qu'est-ce qu'on peut dire sur la Chine, si on fait un petit tour de table sur le dossier chinois, Véronique? Je précise, normalement, il y a je crois, je parle sous votre contrôle, Sophie, mais il y a un plénum du comité central du Parti communiste chinois. Fait, qui était très attendu. Courant octobre, c'est ça? C'est ça, mais en fait, il était attendu parce que les gens se disaient qu'en fait, si les chiffres étaient suffisamment mauvais, il allait être contraint d'en faire plus. Donc il y avait un petit peu cet espoir. Et en fait, on n'y est pas. Et finalement, les chiffres ils sont pas fantastique, très clairement, mais ils ne sont pas très mauvais non plus. Ils ne justifient pas un bazooka spécifique. Non. Donc la probabilité qu'il y ait un bazooka est maintenant reconnue comme très faible. Et comme les bazookas ne servent plus à grand-chose en Chine depuis quelques années, finalement, ils peuvent s'épargner. Enfin bon. Non, je trouve ça intéressant parce qu'on voit, je voulais rebondir tout à l'heure, dans toutes ces problématiques de crispation géopolitique d'un monde plus complexe et plus dangereux, il y a aussi... pour les marchés. Et c'est là
in fine, les investisseurs devront faire attention. C'est un monde du marché du capitaux qui devient beaucoup plus fractionné. Bah oui, moins fluide. Beaucoup moins, bien sûr. Hein. Et moi, j'aimais bien communiquer il y a quelques années sur le graphique là, de l'intensité des échanges mondiaux, qui est la cassure. Là, bon. Et j'y mettais effectivement l'exposition internationale des banques. Hein, et les deux sont liés. Il ne faut pas se faire d'illusions. Hein. Les années fastes de fluidité du marché du capitaux, des marchés des capitaux, sont quand même bien malmenés, probablement essentiellement, largement même derrière nous. Et ça veut dire des comportements, oui, mais enfin là, le client, vous étiez au courant, vous m'avez fait prendre le risque. Donc, et c'est légitime et c'est sain en réalité, mais ça nous montre également à quel point les sous-jacents économiques, de fonctionnement de notre régime économique se modifient subrepticement. Et pour l'instant, on n'en voit pas vraiment les effets. Hein. Mais je pensais par exemple cette nuit quand j'ai essayé de faire quelques lignes à peu près intelligentes sur ce qui se passait. Des secteurs comme globaux, typiquement la nouvelle technologie, qui n'ont de succès que par l'absence de frontières et ce que bien sûr apporte la technologie dans cette vision-là. Qu'est-ce que ça devient là dans un monde aussi fractionné que l'actuel? C'est Huawei, un des grands. Oui. Ben non, mais quand même. Je dis pas que ça part de là, mais l'affrontement Chine-États-Unis, c'est la tech, et c'est un jour on dit non, Huawei, c'est fini, c'est terminé, plus sur notre sol. Voilà. Et demain, vous achetez des bons du trésor de je ne sais pas qui, et puis il se passe, je sais pas quoi. Je dis que ça se voit pas, mais est-ce que ça se voit? Mais est-ce que non, écoutez, tant pis. Est-ce que c'est pas ce qu'on voit dans les primes de terme, dans les primes de risque qui se remettent sur des taux longs? C'est ce qu'on devrait d'obligations aussi sûres que celles des États-Unis. Voilà. Je pense qu'il y a sans doute une partie de cela. Alors, on ne sait pas le chiffrer. On observe ces primes de terme, et bien alors ça c'est peut-être un peu d'inflation, ça c'est peut-être un peu de signature, ça c'est pas... Mais oui, incontestablement, je pense que ça nous ramène à un sujet immédiat. Que penser de cette résistance à la hausse des taux d'intérêt, et particulièrement sur les échéances les plus longues? Est-ce qu'on en a enfin vu le bout, ou est-ce qu'on est juste en train de commencer une espèce de normalisation qui correspond au niveau astronomique de dette de nos États qui ne pourront pas faire autrement que de continuer à s'endetter, donc qui seront quand même tentés par de l'inflation plutôt qu'autre chose, parce que sinon ça va mal faire, et d'un risque de financement potentiellement, etc. Instabilité du niveau général des prix, parce que la ressource est plus rare. Bon, tout ceci forme un cocktail, effectivement, qui, moi, m'incite à penser qu'effectivement, il y a beaucoup de raisons d'envisager que les taux n'aient pas fini leur ascension. Quoi que fassent les banques centrales. J'entends, indépendamment du CPI de jeudi. Oui. Vous pouvez quand même considérer que finalement, le jour où la Fed nous annoncera la pause, les taux longs pourraient se reprendre une petite embardée supplémentaire à la hausse, parce que manifestement, ce sera qu'elle ne se prépare pas à être au rendez-vous. Sébastien, sur cette correction obligataire là, qui s'est intensifiée sur les parties longues. Véronique, elle a élargi le sujet. Oui, mais c'est très bien. À la planète entière et sur les taux. On peut revenir aux États-Unis spécifiques. Je vais revenir sur les taux, mais deux choses sur la Chine, très rapidement. La première, je pense qu'il faut différencier le court terme et le moyen terme. Le court terme, la messe est dite, je pense, les Chinois, les autorités chinoises ne veulent pas en faire plus. Ils veulent nous amener justement au moyen terme, qui est une autre économie, une autre façon de concevoir la gestion économique ou le modèle chinois. À court terme, donc, il n'y aura pas des stimulations supplémentaires. On va essayer de vivre avec ce qu'on a et de converger sûrement, parce que c'est comme ça en Chine, vers l'objectif des 5%. Nous, on ne pense pas que peut-être l'année prochaine, on y arrivera. Surtout que le marché immobilier, qui représentait jusqu'à peu 20 ou 25% de l'économie, est dans la panade. Et là, justement, les chiffres de circulation ou des gens qui allaient acheter des logements
il y en avait très peu, en tous les cas c'était très décevant. En revanche, il y a une partie de l'économie qui résiste, et notamment toutes ces plateformes Internet, elles résistent, elles sont valorisées à des niveaux extrêmement faibles, donc pour ceux qui vont faire du stock picking pour le court terme, on peut acheter ces choses-là, c'est intéressant. Maintenant, le problème, c'est l'horizon. Et quand on se projette à moyen terme, M. Xi continue et répète tous les jours que lui, sa vision de l'économie chinoise, voire du monde, c'est pas la vision occidentale, et lui, il voit une autre vision du monde. Et donc, comme disait Véronique, on est vraiment expérimenté non seulement sur qu'est-ce que l'économie de demain? Est-ce que c'est le capitalisme tel qu'on le connaît? C'est ce mélange, un mélange bizarre où ces États autoritaires qui mettent en place une chose dont on ne sait pas ce que c'est, mais qui est plutôt socialisée qu'autre chose. Mais bon, on voit bien que tout le monde ne gagne pas dans ces systèmes. Donc, le long terme est quand même extrêmement compliqué à voir. Tous les pays émergents, même si on voit bien qu'il y a ces clubs qui se forment, n'ont pas cette stratégie. Les Indiens ont une politique très populiste et qui est nationaliste, etc. Mais le marché continue à jouer un rôle très important. Bref, c'est très désordonné, mais pour la Chine, à court terme, il y a des choses qui semblent intéressantes pour l'instant, tant que le marché est toujours un petit peu vivant en Chine. À moyen terme, je pense que M. Xi, sa stratégie, pose énormément de questions de ce qui va se passer. Sur les taux, je pense que Véronique a raison, c'est vrai, on ne sait pas. Et comment... est-ce qu'il y a une prime de terme, c'est marrant de se poser la question. Pendant 10 ans, il n'y en avait pas, été négatif. C'est-à-dire les gens voulaient bien acheter des choses, ils ont des obligations, donner de l'argent aux États et payer pour ça. Parce qu'il n'y avait pas d'autre alternative que d'acheter des actions, et ceux qui voulaient se protéger quand même prenaient ce risque. Et puis il y avait la régulation, les assureurs, etc. Il fallait avoir ça. Aujourd'hui, tout à coup, apparaît une prime de terme, et bon, chacun voit... Qu'est-ce qu'on met dedans? Prime de terme, je rappelle, je touche une prime quand j'achète une obligation à 10 ans, quand je bloque du capital pour prêter à l'État américain pendant 10 ans, par rapport à quelqu'un qui achèterait pendant 10 ans une obligation à 1 an, tous les ans. On est payé pour le temps, on renonce à détenir, donc on renonce en présent, etc. Bref. C'est une prime contre l'incertitude. L'avenir, on ne sait pas de quoi il sera fait, donc on veut avoir une prime. Elle n'existait pas. Donc c'était une aberration, mais elle n'existait pas. Là, elle apparaît. Donc chacun va de son histoire. C'est vrai, et je pense que c'est une des raisons importantes. D'abord, on peut se dire qu'on ne sait pas ce que vont vraiment faire les banques centrales, même si moi-même, je pensais, nous, dans notre équipe, on pensait que c'était fini, on ne montait plus les taux. Maintenant, on ne sait pas trop, notamment aux États-Unis. On ne sait pas où iront les budgets. Véronique dit on est obligé de garder ces budgets pour garder de la croissance. Si on veut adresser tous les sujets de la transition énergétique, il faut bien que quelqu'un dépense, et on ne voit pas où on va couper. Bon, bref, tous ces sujets sont vrais. Et vu le niveau de dette, on se dit il fallait se réveiller avant, parce qu'on aurait dû avoir une prime il y a longtemps. Parce que là, ce qu'on augmente, c'est rien par rapport à ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Et de fait, quand on regarde l'Europe et les États-Unis, il y a quelque chose que moi me frappe, peut-être que tu as écrit là-dessus, c'est qu'en 2023, tout le monde dit les États-Unis, c'est extraordinaire, ça résiste, c'est vraiment extraordinaire. Mais la grosse différence avec l'Europe, qui ne résiste pas à une croissance très médiocre, c'est que le déficit public américain a à nouveau explosé. On a si on calcule comme ça, sans faire de dynamique économique compliquée, 4 points de PIB, 4 points de PIB de déficit supplémentaire par rapport à l'année dernière à août. À août, on a 4 points de PIB de plus. Ça, en excluant les fameux prêts aux étudiants qu'on avait éliminés, que la Cour suprême a... Donc, évidemment, si on dépense 4 points de PIB de plus, un peu de croissance va arriver. Essentiellement, c'est des taxes en moins pour les
pour les ménages, parce qu'ils avaient payé beaucoup l'année dernière. Mais ça fait quand même de la stimulation. C'est une bonne budgétaire. stratégie ou pas? Ils peuvent se le permettre parce que ce sont les États-Unis. Est-ce que l'Europe a raison d'essayer de gommer toutes les dépenses extra qu'on a pu mettre en place pendant le Covid, pendant la guerre en Ukraine, sur l'énergie, etc., pour essayer de revenir à quelque chose, alors qui ne soit pas de la rigueur, j'entends bien, mais qui donne l'idée d'une maîtrise ou d'un contrôle des déficits Pour l'instant, le marché donne raison aux États-Unis. Non seulement le marché donne raison, c'est que même les taux très hauts, et qu'on connaît depuis quand même maintenant un certain temps, qu'on n'avait pas vu, il y a une génération qui ne les avait pas vus à ce niveau-là, voire deux. Donc on se dit, comment ça se fait que ça fait pas mal? Et aux États-Unis, une des raisons, c'est que la politique budgétaire est là. Donc l'équation que donnait tout à l'heure Véronique, il y a une sorte de dominance, comme on dit, de la politique budgétaire. La Banque centrale s'ajuste comme elle peut. Mais bon, peut-être que l'inflation ne sera pas là parce qu'il y a plein de dynamiques sous-jacentes, démographiques, etc., qui vont nous faire revenir sur l'inflation au monde d'hier. Mais c'est un équilibre qui, à un moment donné, peut craquer. Des taux trop, à un moment donné, on va souffrir. Est-ce qu'on va souffrir cette année, l'année prochaine? Quand? Mais on va souffrir. On ne peut pas... Au fur et à mesure des besoins de refinancement des entreprises, des ménages, des États, etc. Il y a une limite et ça craque et peut-être on va y arriver. Nous, on a très peur pour l'année prochaine et pour les trimestres à venir. Parce que le budget, je pense que là, ça va coincer un peu avec les républicains aux États-Unis. C'est une dynamique difficile. Et donc, dans un monde qui croit peu, avec tous ces émergents qui souffrent, un chiffre pour aller dans le sens de Véronique, le commerce mondial en juillet était en baisse de près de 4%, 4% en glissement annuel. Donc on se dit, pourtant, la résilience, etc., ça se fait pas avec beaucoup d'échanges de biens, en tous les cas, dans le monde. Le monde se clubifie, oui, c'est ça. C'est clubifie ou c'est le de-risking, comme on dit, on enlève du risque, mais on ne veut pas se déglobaliser. Il n'empêche qu'au total, on se déglobalise un peu quand même. Logique d'investissement ? Oui, alors oui, bien sûr. Ça m'interpelle. Réaction, commentaire. Si on se met dans un cadre ESG, qui fait partie de nos mandats, en tout cas pour la plupart des gérants aujourd'hui, on a basculé dans cette logique, est-ce que ce que vous décrivez n'est pas souhaitable? C'est-à-dire que le fait qu'on ait un ralentissement des échanges internationaux avec une régionalisation de certains échanges, du point de vue de l'empreinte, ça peut être quelque chose finalement de relativement positif et qui ne va pas nécessairement pénaliser les régions. Après, les régions vont se rattacher davantage à leur dynamique propre, ce qui n'est pas forcément une très bonne nouvelle pour l'Europe, on en a bien conscience avec sa fragilité énergétique. Mais en tout cas, ce détricotage, c'est vrai qu'on est en train de détricoter. On est en train de détricoter un modèle extrême de capitaux, d'échanges commerciaux, etc., mais qui n'est pas forcément négatif. En tout cas, du point de vue de certains enjeux. Et c'est certains enjeux. Le tout, c'est entre le long terme et le court terme. Absolument. Il y a toujours je ne dis pas qu'il n'y aura pas de friction. Et surtout en des tout cas, problèmes. moi, je trouve intéressant quand même dans cette dynamique-là, c'est qu'effectivement, on a un ralentissement du commerce mondial. Pour autant, on a des investissements substantiels aux États-Unis. Et un des éléments de tenue de l'activité aux États-Unis a été aussi dans le non résidentiel, la poursuite des investissements en dépit de la hausse des taux liée à l'IRA. Oui. Donc on a quand même aussi les constructions d'usines, construction industrielle. Donc on a quand même des choses entre guillemets qui viennent contrebalancer. Donc en fait on est probablement dans un ordre qui est en train de se réinventer un petit peu. Alors ça se fait tout doucement avec un peu de friction. Mais je peux pas le voir comme quelque chose de forcément négatif. Mais c'est pas forcément positif. C'est-à-dire que moi, je peux construire une usine d'autre chose quelque part parce que c'était produit en Chine. C'est peut-être bien. C'est pas bien pour la Chine. C'est peut-être bien. Ça va me coûter plus cher. Oui. Et s'il faut dédoubler toutes les chaînes de production qu'on avait installées pendant 30 ans. Quand on fait la dynamique, c'est compliqué. On se dit que les échanges. Et le problème, c'est comment faire des échanges vertueux. La réponse, on ne l'a pas dans un monde qui doit se décarboner, en tout cas aujourd'hui. Mais on voit bien que la logique, la dynamique, quand on met de la dynamique sur la partie comptable, on se dit c'est bien d'avoir plus d'emplois chez nous. En plus, si on fait nous-mêmes nos batteries, si on a nos propres chaînes de construction de voitures, etc., c'est très bien. Il n'empêche que
il y a une limite. Oui. On défie un petit peu la logique de qu'est-ce qui a fait notre monde aujourd'hui, qui était peut-être pas soutenable, mais et la transition à ce nouveau monde est pas simple. Et donc, pour nous qui regardons malheureusement parfois à courte échéance, ça peut être beaucoup plus compliqué qu'on le pense. Est-ce qu'on a les capacités humaines pour remplir ces usines, trouver... Non, mais enfin, je veux dire, c'est un sujet aussi. La bonne nouvelle, c'est que même si tout est automatisé, il faut moins. Non, mais d'accord, mais il en faut quand même un peu. Non, mais pour construire des batteries... Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il va falloir trouver quand même des dizaines de milliers de gars, d'ingénieurs qui vont être formés, éduqués et qui vont être disponibles pour intégrer ces usines. Mais le gros problème sera plus qu'est-ce que vous faites à ceux qui n'ont pas de travail. C'est pour ça qu'il y a ce conflit sur le marché d'automobile aux États-Unis, parce que les syndicats se rendent bien compte que le monde de demain, c'est sans eux. Oui. Donc, ils veulent avoir des salaires d'exister maintenant. Et essayer d'exister parce qu'il y aura moins. Et donc, la plupart des usines, des nouvelles usines de voitures électriques, dont Tesla, il n'y a pas de ne sont plus syndiqués. Logique d'investissement, je voulais qu'on dise un mot quand même dans ce contexte. Bon, alors ça rejoint un petit peu ce qu'on avait dit en début de séance. On est effectivement dans un environnement un peu fragilisé, avec des questions de tension obligataire, avec un atterrissage du résultat des entreprises aussi. On n'en a pas particulièrement parlé, mais ce qui est attendu effectivement pour le troisième trimestre, c'est une croissance moindre des résultats. Après 2 années de croissance extrêmement forte et des marges historiques, donc on est effectivement dans cette phase d'une normalisation des marges, on est dans une phase de hausse des coûts de financement, etc. Donc on va avoir du point de vue de l'investissement et de l'allocation d'actifs, des allocations qui sont quand même en tendance plus prudente, avec des recherches de diversification, de couverture. Je le disais, la bonne nouvelle, c'est qu'effectivement, côté obligataire, on commence à pouvoir bénéficier d'un actif qui est davantage diversifié maintenant que ça l'était encore il y a quelques semaines. On aura peut-être encore des tensions, on marque ce qu'on appelle le mark-to-market, mais en tout cas, on peut retrouver un petit peu de la valeur dans ces classes d'actifs qui n'en avaient pas. Donc on peut l'utiliser à des fins de diversification. Donc une tonalité nécessairement un petit peu plus prudente, mais quand même avec des signaux encourageants sur la progression des salaires réels l'année prochaine, quand même, avec donc effectivement un effet amortisseur de ce point de vue. Pour conclure avec vous là-dessus, Véronique, oui, on peut avoir des espoirs crédibles sur l'idée d'une consommation, notamment en zone euro, qui a souffert, un peu plus dynamique ou un peu moins contrainte, avec quand même un revenu réel disponible qui doit retrouver des couleurs. C'est mathématique. Ben voilà. Et c'est ça. C'est trop mathématique pour être... Il ne faut pas en attendre, mais c'est tellement mathématique. L'inflation baisse effectivement. Et donc, on retrouve un peu de pouvoir d'achat. Alors, il y a beaucoup de vents contraires qui font qu'on ne s'attend pas non plus à des consommateurs ou une consommation débridée. Mais c'est tout ce qu'on attendait effectivement de cette décrue de l'inflation. Alors néanmoins, voilà, on est dans un contexte immobilier, tout un tas de choses qui font que la moindre petite chose, et c'est là qu'on revient au sujet pétrolier, le plein de la voiture, celui-là, il va encore compter. Et il peut très rapidement absorber le petit plus qu'on attend. Mais c'est vrai qu'on a un contexte effectivement de stabilisation. Et même sur les résultats des entreprises ici, moi je ne pense pas que l'inflation va baisser beaucoup. On a du mal à baisser. Donc ça va maintenir une forme d'illusion nominale. Ben voilà. Et donc travailler sur les perspectives de bénéfices, vous avez déjà 3,5% là qui sont... Bon, la productivité n'est pas géniale, mais on a tellement baissé que peut-être ça va m'arrêter de baisser. Voilà. Donc c'est pas... Non, ça reste un environnement extrêmement désagréable, où on sent bien qu'on peut être rattrapé à tout moment, mais pas forcément. Voilà. Parfait pour une conclusion. Merci beaucoup. Merci à vous trois d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Véronique Riche-Flores, RF Research, Sébastien Paris-Orbitz, LBP AM et Sophie Chauvelier d'Orval Asset Management.